Alors bonjour tout le monde. On a un peu galéré à se connecter avec le son. J'espère que ce sera suffisamment bon pour que vous puissiez apprécier l'échange que je vais avoir avec Thierry. J'étais un peu déçue parce qu'il m'a dit que j'ai entendu qu'il avait un accent du sud. Je me suis dit bon, peut-être que je vais pouvoir le croiser du côté de Marseille, mais non, c'est l'autre sud. Donc bon, voilà, j'espère qu'on vous fera aussi un peu voyager avec nos accents. Aujourd'hui, Thierry, il y a une notion que j'aimerais beaucoup parler avec toi et je suis super contente de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. C'est la notion d'atteindre ses objectifs, parce que ce soit dans notre vie pro, dans notre vie perso, c'est une notion qui peut revenir et qui est là dans notre quotidien, mais peut-être que parfois on n'arrive pas toujours à mettre les bonnes choses en œuvre pour les atteindre. Donc je suis super contente que tu nous donnes quelques clés aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ton parcours, voilà, nous partager ce que tu veux de toi. Oui, bien sûr, Lily Rose. Alors, oui, j'ai l'accent du sud, du sud-ouest et pas du sud-est, mais je vais prochainement venir sur Marseille, normalement, voilà, parce que j'ai prévu d'y réaliser des formations. Ok, on pourra peut-être se croiser à cette occasion alors. En 2023, donc on s'y verra. Alors pour me présenter, comme je le fais d'habitude, j'essaie d'être synthétique. Je parle de mon actualité. 3 activités principales. Une, je suis directeur de programme dans une école de commerce qui s'appelle l'INSEC en France, qui est une grosse école de commerce, et j'interviens sur tous les sites de l'INSEC en France. Ensuite, je suis consultant coach et formateur en entreprise. Et ensuite, j'accompagne des sportifs de haut niveau, de très haut niveau, des sportifs de l'extrême en préparation mentale. Et le fil rouge de mes activités, c'est l'accompagnement de la performance. Voilà. Oui, parce que tu as eu une carrière en tant que athlète auparavant. Alors, il y avait une question que je voulais savoir, c'est quel est l'événement qui a fait que tu as switché, que tu étais donc dans cette carrière sportive et qui a déclenché ton envie d'être dans le développement personnel, le coaching, tout ça? Oula, alors en fait déjà ma carrière d'athlète de haut niveau elle a duré une dizaine d'années. Moi j'ai participé aux Jeux Olympiques il y a longtemps à Séoul sur 100 mètres et 4 fois 100 mètres. Et puis en 92 en fait j'ai arrêté ma carrière d'athlète de haut niveau parce que j'ai raté les sélections pour les Jeux Olympiques de Barcelone en finale des championnats de France et le soir même en fait j'ai décidé d'arrêter ma carrière parce que j'aurais pu continuer 4 ans de plus, mais j'avais une opportunité à ce moment-là de travailler notamment dans l'immobilier, de m'associer avec un promoteur immobilier. Donc j'ai décidé d'arrêter ma carrière et puis ensuite pendant 3 ans j'ai absolument plus fait du tout de sport. Je saturais un peu du sport et du sport de haut niveau. Et puis finalement, j'étais resté sur une expérience que j'avais mal vécue à l'époque. Ensuite, j'ai continué dans ma carrière professionnelle. Je me suis formé à plein d'outils. J'ai suivi beaucoup de formations. Et puis un jour, je me suis posé la question de savoir ce qui s'était passé, notamment quand j'avais raté ces sélections pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Et puis ensuite, on n'arrive pas dans le développement personnel par hasard. Des questions me concernant, on va dire, étonnamment sur des comportements que je pouvais avoir ou des modes de pensée que je pouvais avoir. Et j'avais ce sentiment que des fois, c'était pas moi en fait qui agissais. Et très rapidement, j'ai voulu savoir un peu comment fonctionnait le cerveau, de quelle manière il était structuré. Donc, comment en fait, le matin quand on se levait, on se programmait pour vivre nos journées. Et je me suis naturellement tout de suite intéressé à la PNL. Et puis je me suis formé à la PNL jusqu'à devenir enseignant en PNL. Et puis quand on fait de la PNL ensuite, on s'intéresse à l'hypnose parce que la PNL a été notamment modélisée à partir de l'hypnose. Donc je me suis formé à l'hypnose, je suis enseignant en hypnose également. Et puis ensuite, on est en plein dans le développement personnel, donc on s'intéresse aux neurosciences. Donc j'ai passé des certifications en neurosciences et puis ensuite à la psychologie, donc j'ai passé des certifications en psychopathologie, l'analyse transactionnelle, bref, un paquet d'outils qui me permettent aujourd'hui, d'avoir une meilleure compréhension de soi-même, donc, mais également des autres, et puis naturellement de pouvoir mieux accompagner les personnes qui viennent vers moi, que ce soit en coaching individuel ou dans les cadres des formations que je délivre, en école de commerce ou en entreprise. D'accord, effectivement, quand on met le doigt dedans, après c'est tout un engrenage où on ouvre une porte, puis 2, puis 3. Et oui, donc j'ai l'impression que ce qui a fait que tu as mis toi le doigt dedans, c'est un questionnement, c'est ça? Oui. C'est ça, pourquoi j'agis comme ça et qu'est-ce que je peux faire pour changer mes comportements?
C'est ça, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, tu te poses la question de savoir, puisque dans ce que tu vis, tu as cette impression qu'il y a une partie de toi qui est OK, mais une autre partie qui est pas OK. Alors quand je dis, là, je viens de t'indiquer 2 parties, mais on en a bien plus que ça. On en a au moins 2. Et bien pour celle qui est pas satisfaite, tu essaies de savoir pourquoi elle l'est pas, en fait. Voilà. Donc, tu commences à faire un travail d'introspection, à faire ce que j'appelle du dépouillement personnel. Hein. Donc, on va lever toutes les couches qu'on a mis en place depuis qu'on est tout petit, pour essayer de les identifier, ces couches. Et qu'est-ce qu'on va observer à l'intérieur de ça? C'est notamment notre système de croyances et puis nos croyances limitantes. Qu'est-ce qui bloque? Ouais. Voilà. Ouais, comment pour toi on fait ce travail de dépouillement? Par quelle question ça passe? Par quel cheminement on arrive à justement se dépouiller de ces croyances et mettre de la conscience dessus? Alors aujourd'hui, j'ai presque envie de le dire de la manière suivante. C'est relativement simple, entre guillemets, attention, entre guillemets. C'est à partir du moment où dans mon quotidien, j'ai ce sentiment que dans les comportements que j'ai ou dans ce que je vis, je suis pas aligné, en fait. Il y a une partie de moi qui est pas OK. Ça veut dire que je suis en train de négocier avec moi-même. Donc, il y a une partie de moi qui se pose des questions, et cette partie de moi, elle est bloquée. Elle est bloquée au travers de quoi? De croyances, tout simplement. Je crois que je devrais faire les choses de cette manière, mais en fait, j'ai le sentiment que non. Oui. Et donc là, la question, c'est de quelle manière je peux me questionner autour de ça. Le faire soi-même, c'est pas évident, bien évidemment. Le faire en accompagnement, c'est un petit peu mieux, mais en tout cas, il faut des outils pour le faire. Et les outils, il faut aller les chercher. Voilà, donc je l'ai fait moi-même, en me documentant beaucoup, en me formant beaucoup. Et aujourd'hui, ce que je transmets aux personnes, c'est typiquement ce que j'ai vécu et les outils que j'utilise. Voilà. Oui. Donc pour toi, pour atteindre ces objectifs, ça passe par les croyances. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer des croyances moins limitantes ou dit autrement des croyances vertueuses? Ouais. Alors au début, quand tu as commencé, tu as parlé de la notion d'objectif. Oui. Voilà. Alors déjà, c'est quoi un objectif en fait? C'est quoi un objectif? Ouais. C'est réussir à définir ça? Ouais, c'est quoi mon ou mes objectifs dans la vie, vers quoi je veux aller, à quoi je prétends. Alors ça peut être au niveau privé, au niveau professionnel, dans des sphères un peu plus sociales. En tout cas, je me pose des questions et j'essaie de savoir vers où je vais. Donc ça, c'est une question que la plupart des personnes se posent quand même. Une des difficultés, entre guillemets, c'est déjà de définir son objectif ou ses objectifs, de les définir précisément, et ensuite ça va être de les fixer dans le temps. Et une fois que je les ai fixés dans le temps, ces objectifs, c'est de quelle manière je vais les atteindre. De quelle manière je vais dire à mon cerveau, étape par étape, voilà comment on va y arriver. Et je vais me rendre compte de la chose suivante, c'est qu'en me projetant mentalement, je vais très rapidement en fait identifier un certain nombre de choses, et je vais croire par exemple que je vais rencontrer des difficultés. Et ces difficultés, je vais pouvoir les identifier. Donc, je crois que je vais rencontrer des difficultés. Donc, je crois que je vais être en difficulté. Donc, il y a une croyance déjà autour des difficultés que j'envisage. C'est une première étape, c'est là. Et là, cette première étape, c'est quoi ces croyances qui me font dire que je vais rencontrer des difficultés, que je pourrais ne pas y arriver. Ouais. Donc là, je vais identifier tout de suite en fait un système de croyances. Alors moi, dans mes accompagnements, je demande aux personnes, notamment, c'est une des premières tâches qu'ils doivent remplir, c'est de remplir un livret sur les croyances. D'accord. C'est un exercice qui dure un mois. Et pendant un mois, ils vont devoir identifier une dizaine de personnes très très proches d'elles, les plus proches d'elles en fait, et identifier chez ces personnes quelles sont leurs croyances cédantes et entre guillemets limitantes. Quelles sont les croyances cédantes et limitantes de la personne que j'accompagne dans ce système, dans son environnement. Et très rapidement, au bout d'un mois, on arrive à identifier son système, en fait. Et en tout cas, le système dans lequel on fonctionne. D'accord, donc pardon, désolé, je te coupe. Ce livret de croyances, donc ça, il y a plein de petits exercices, c'est ça que tu proposes à l'intérieur? Ouais, alors il y a déjà une partie pédagogique où j'explique de quelle manière ça s'est mis en place. Ouais. Entre l'âge on va dire entre l'âge de 0 et 12 ans, pratiquement. Okay. Pour une personne qui n'a pas fait de travail d'introspection, de travail sur ses croyances, on considère aujourd'hui que 80% de nos croyances ne nous appartiennent pas. D'accord. Elles nous ont été transmises dans le cadre de notre éducation et des environnements dans lesquels on a évolué. Donc ça, donc ça en fait du dépouillement. Voilà, ça en fait du dépouillement. Donc ça, c'est la
entre guillemets, mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut changer. Parce qu'une croyance, en fait, ça peut se modifier, voire se supprimer. Donc, on peut aller vers quelque chose qui va plus nous correspondre et fabriquer nous-mêmes, entre guillemets, notre système de croyance qui va nous permettre, celui-là, d'atteindre nos objectifs. Donc, ça, c'est la première étape. Et comme je viens de te l'indiquer, ça dépend en grosse partie de notre éducation et des environnements dans lesquels on a évolué. Donc moi, je dis souvent que, on ne peut pas modifier quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc le livret permet de faire cette démarche. Et ensuite, je dis également que 90% du résultat, donc de la capacité à atteindre son objectif, dépend de l'environnement. Donc une fois qu'on a fait ce livret sur les croyances, eh bien, la deuxième étape, ça va être dans le cadre de mon objectif ou de mes objectifs. Et dans mon environnement, quelles sont les personnes en fait qui m'accompagnent au travers de mon objectif et quelles sont celles qui pourraient me bloquer consciemment ou inconsciemment, parce que la plupart des personnes ne le font pas exprès. Et celles qui vont à un moment donné me faire croire que les choses ne sont pas possibles, ça pourrait être par exemple des parents qui vont mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes de défense, c'est-à-dire qu'ils vont se projeter à la place de l'enfant, essayer de se mettre à la place de l'enfant, ce qui n'est pas possible, et donc le protéger en lui disant que peut-être il pourrait faire une erreur. Voilà. Oui, complètement. Donc ça part de ce qu'on appelle une intention positive, mais l'intention positive, elle n'est pas forcément aidante là dans le cadre de l'accompagnement. Voilà. C'est quoi la citation déjà, le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui, donc voilà. tu parles du fait de finalement mettre de la conscience sur qui l'on est. Est-ce que donc ça passe par un travail d'introspection? Est-ce que ça passe aussi par le fait de repérer ses forces? Quelles sont nos capacités? Parce que j'avais une question, c'était pour atteindre notre objectif, quelle est selon toi la chose la plus importante pour réussir à l'atteindre, la chose qui fait que si on ne l'a pas, on ne pourra pas atteindre cet objectif? Ah ben c'est d'y croire, c'est de croire en soi en fait. D'accord, c'est voilà, on est sur une croyance, donc je crois que je vais y arriver. Et à l'intérieur de ça, dans cette croyance, tu vas devoir développer ce que j'appelle des compétences fondamentales. La première, même s'il n'y a pas d'ordre, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Tu vois, ma capacité à me dire que quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, je vais trouver une solution. D'accord ? Et cette compétence, tu vas la développer comment ? Dans le cadre d'un environnement. Un environnement qui va, à un moment donné, t'accompagner dans ton objectif et te faire croire aussi que tu peux y arriver. Donc, on doit être entouré de systèmes et d'un système de croyances qui nous valorise, mais qui nous valorise de façon intelligente. C'est-à-dire que quand je t'observe, voilà à mon avis ce que tu fais de bien, mais dans le même temps, voilà ce que tu pourrais améliorer. Donc, il va nous donner à chaque fois des axes d'amélioration pour nous permettre d'avancer vers l'objectif. Alors, dans le sport de haut niveau, ou dans le sport, je dis de haut niveau, mais dans le sport en général, mais plutôt de haut niveau, c'est relativement facile parce que les athlètes sont relativement bien encadrés et puis il y a des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, il y a un environnement médical. Donc, ce sont des personnes qui tous les jours se challengent beaucoup et se remettent en question. Donc, elles ont besoin de savoir précisément ce qu'il se passe dans leur cerveau. Pour d'autres, c'est pas une démarche naturelle. Parce que tout simplement, elles n'ont pas appris à le faire. Alors moi, ce que j'aime bien faire, comme je te l'ai indiqué au début de l'interview, c'est que j'accompagne des sportifs de haut niveau de l'extrême. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je modélise ce que je fais avec les sportifs de haut niveau et je le propose ensuite en accompagnement, que ce soit à des étudiants, que ce soit à des chefs d'entreprise ou des collaborateurs en entreprise qui eux-mêmes, à un moment donné, vont rencontrer des difficultés. Oui. Voilà, c'est ma démarche. Mais moi, je pars du principe suivant. Moi, toutes les personnes que je vais accompagner, par exemple en coaching individuel, avant d'entamer un coaching individuel, je vais faire un entretien préalable pour savoir déjà si les objectifs de la personne vont bien correspondre à mes méthodes ou à la méthode que je propose en termes d'accompagnement. Et ensuite, la première chose que je dis aux gens que j'accompagne, c'est que je suis persuadé d'une chose, c'est qu'elles vont y arriver. Ouais. D'accord. Et qu'elles ont toutes les ressources pour y arriver. Pour le moment, elles les ont pas toutes identifiées. Et mon objectif à moi, ma démarche à moi, ça va être de leur permettre, d'identifier ces ressources et ensuite de les mobiliser pour mettre en place les actions dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Oui. Donc, voilà. Apprendre à bien s'entourer aussi, c'est une des capacités à développer. Est-ce que tu as un exemple de par exemple, peut-être quelqu'un que tu as accompagné, une histoire peut-être personnelle, de tout un processus de j'ai cette problématique, on prend conscience de ça, on met ça en œuvre et ça donne tel résultat?
Alors j'en ai plein d'exemples. Ah super, j'adore. J'en ai plein, mais tu te doutes bien que je peux pas nommer les personnes. Oui. Ou alors il aurait fallu que je leur demande avant leur accord. Mais moi, en coaching, si tu veux, je vais aller sur du coaching. Généralement, le coaching, en moyenne, je dis bien en moyenne, c'est à peu près 5 séances. C'est-à-dire que je considère que avec 5 séances, une personne qui est impliquée va arriver à ce qu'on appelle l'autonomie de pensée. C'est-à-dire que elle va comprendre comment fonctionne son cerveau, elle va comprendre de quelle manière elle produit des comportements, et quand les comportements sont pas adaptés, elle va tout de suite savoir ce qu'il va falloir mettre en place pour modifier ses comportements à partir de son système de croyance, à partir de sa gestion émotionnelle, à partir d'un certain nombre d'outils qu'elle aura intégrés durant le suivi. Ça, c'est en moyenne. Mais il y a des personnes avec lesquelles ça va très vite. Moi, j'ai des exemples de personnes qui, au bout d'une séance de coaching, elles ont eu un déclic et leur vie a véritablement changé, je sais pas, mais en tout cas, elles ont mis en place des actions dans la semaine qui suivait, qui a complètement chamboulé entre guillemets leur façon d'apprendre leur réalité, et qui tout de suite a mis un changement relativement considérable dans leur mode de fonctionnement. Donc ça peut aller très vite. Alors je pense pas que j'ai répondu à la question parce que tu voulais des exemples. Oui. Ça y répond en partie. Tu as répondu plus au côté processus. Je vais essayer de te répondre peut-être différemment. Une des problématiques, alors j'utilise beaucoup ce mot alors que je l'aime pas, tu vois, problématique. Mais une des thématiques vers laquelle ou pour laquelle les personnes me consultent, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment, je pense que tout le monde est de près ou de loin touché par cette thématique, parce que la confiance en soi, en fait, on la mesure dans son environnement le jour où on décide, par exemple, de passer un cap dans sa vie. Donc, on va mettre en place un objectif nouveau, et pour atteindre cet objectif, on va se dire qu'on a ou pas les compétences. Sur cette thématique, il n'y a qu'une façon, en fait, à mon avis, pour moi, de la travailler, c'est quand je dis aux personnes la chose suivante: tu as confiance en toi. La seule chose qui te bloque aujourd'hui, c'est que tu sais pas de quelle manière cette confiance en soi la mettre en pratique. Et la mettre en pratique, ça se fait de quelle manière? Mais par des actions concrètes dans l'environnement dans lequel tu veux développer cette confiance. Donc ça peut être du sport, ça peut être des études, ça peut être le monde de l'entreprise. En tout état de cause, il va falloir à un moment donné que tu dises à ton cerveau: on va mettre une action en place, une petite action en place, et si cette action, on arrive à la réaliser, on va produire dans le cerveau tout de suite, en fait, de la récompense. On va produire de la dopamine, pour être très précis, au niveau neurochimique. Et la dopamine, c'est la récompense neurochimique du cerveau. Et si tous les jours, de façon régulière, par les petites actions que je vais mettre en place, j'obtiens du résultat, et bien, très rapidement, je vais amplifier, développer ma confiance en soi. Et pourquoi je te parle de la confiance en soi? Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir cette capacité tout de suite à mettre en place des actions, d'autres qui vont mettre un peu plus de temps, parce que ça va dépendre de l'environnement. Mon job à moi, c'est de les accompagner au travers de ces actions, et je vais leur imposer, entre guillemets, des deadlines, c'est-à-dire que je l'ai encore vécu hier, tu vois, une personne dans le monde de l'entreprise qui avait un objectif relativement élevé à atteindre pour le mois de juin, et c'était une première séance de coaching. Pour la semaine prochaine, elle a une action à mettre en place tout de suite, en fait. Voilà. Alors que dans sa tête, elle se disait: tiens, je vais démarrer début d'année sereinement, et puis je verrai en début d'année comment je vais me projeter pour l'année prochaine. À la fin de la séance de coaching, elle était déjà projetée pour l'année prochaine, en fait, avec une action à mettre en place tout de suite. Voilà. Ouais, donc effectivement. Oui, effectivement, tu le disais même au début, c'était aussi de définir dans le temps à quel moment je vais atteindre ça. C'est vrai que du coup, sinon la procrastination peut vite arriver et remettre au lendemain, aussi le lendemain, et au final des années peuvent passer comme ça sans qu'on. Alors c'est intéressant là, parce que la procrastination, je sais pas si tu as vu, mais sur un des derniers posts que j'ai fait sur Insta. Oui, j'ai vu la vidéo. C'était très intéressant. Alors, j'ai eu plein de commentaires autour de ça. Bon, il y en a qui apparaissent sur Insta, mais j'ai eu beaucoup en privé, parce qu'il y a plein de personnes qui étaient pas OK avec ça, en fait. Ouais. Parce que qui me disaient la chose suivante, c'est que procrastiner, ça peut être quelque chose de normal. J'ai jamais dit que c'était pas normal de pas procrastiner. Alors déjà, c'est pas normal pour moi, parce que c'est déjà un mot que j'utilise plus, en fait. Parce que remettre au lendemain quelque chose que je pourrais faire aujourd'hui, si je décide de le faire, c'est qu'il y a une raison.
pourquoi j'ai fait ce post sur la procrastination, c'était pour dédramatiser et enlever de la culpabilité aux personnes qui pensaient être procrastineurs et que du coup c'était peut-être un défaut. Sur la procrastination, je dis moi en tout cas que c'est relativement simple. En tout cas, comment contourner ce sujet, c'est pour les personnes à un moment donné qui se mettent pas en mouvement, donc qui reportent des choses qu'elles pourraient faire aujourd'hui, et des choses qui a priori seraient importantes pour elles. Je considère que si elles le font pas, c'est que peut-être il n'y a pas assez de sens, donc de motivation autour de l'action qu'on leur demande de mettre en place. Ça va être cognitif. Ensuite, il faut savoir aussi que si des personnes, des fois, n'arrivent pas à se mettre en mouvement, c'est que la problématique peut être biologique ou neurochimique. C'est super important, ça aussi. Il faut comprendre que le corps, c'est de l'énergie, que cette énergie, elle est amenée par de l'alimentation, notamment, et que si on n'a pas la bonne alimentation, on va avoir du mal à produire l'énergie dont on a besoin pour se mettre en action. Voilà. Alors ça, je l'ai pas appréhendé dans le post que j'ai fait sur Insta, parce que sur 1 minute 30, on peut pas te dire. Non. Voilà, mais voilà. Donc, oui, on s'est un peu écarté du sujet là, non? Non, mais c'est lié la procrastination, parce que dans l'atteinte de ses objectifs, il y a des moments où on se dit bon bah ça je le ferai demain parce que là j'ai envie d'aller voir un film, ma série, il y a une nouvelle saison qui est sortie, du coup mes rêves je commencerai demain. Donc je trouve que c'est lié, et je me souviens de cette publication. Effectivement, tu disais c'est j'utilise ma capacité à dire non, ma volonté de dire non à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je dis non pour mes rêves et je dis oui à la nouvelle série à la mode. Ouais, parce que c'est sur le mot volonté en fait, parce que la volonté est un pouvoir, c'est la définition du dictionnaire. Le pouvoir de dire oui ou le pouvoir de dire non, parce que dire non, c'est avoir du pouvoir. Voilà. Après. Après, c'est à nous de décider comment on l'exerce sur nous-mêmes. Tout à l'heure, tu as abordé une notion que je trouve aussi très importante. Lors de tes accompagnements, tu m'as dit que tu aidais à la gestion émotionnelle. Pour toi, quelle est la place de l'intelligence émotionnelle dans cette démarche de vouloir atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves? Alors la place, elle est fondamentale, elle est au cœur du sujet. D'accord, tant mieux alors. C'est une bonne question. Voilà. La gestion de ses émotions, l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, c'est une personne qui a pas cette capacité à identifier ses émotions et à comprendre de quelle manière il les produit ou elle les produit. C'est une personne qui aura du mal à s'adapter dans les environnements dans lesquels elle fonctionne, que ce soit professionnel ou privé. Voilà, une émotion. De mon point de vue, c'est quelque chose qui est produit par quoi? Par une pensée, d'accord? Parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Donc à un moment donné, je pense à quelque chose qui va me mettre en joie ou qui va me stresser, provoquer chez moi de la peur, et ça va produire quoi? Ça tout de suite, en fait, un neurotransmetteur ou des neurotransmetteurs qui seront différents. Si c'est de la joie, ça sera plutôt de la dopamine, et la dopamine, ça va me mettre en mouvement, ça va amener de l'énergie. Si c'est de la peur, ça sera plutôt de la noradrénaline, en tout cas du stress ou du cortisol, qui là pourrait très rapidement me figer, qui est une des réactions au stress, qui pourrait me figer et me mettre dans l'inaction. Et donc du coup là, j'ai au niveau des émotions deux comportements qui vont être complètement différents. Alors, avoir peur, être triste, être en colère, c'est quelque chose de légitime. On a tous le droit d'être dans des émotions différentes. La question, c'est est-ce que l'émotion que je suis en train de vivre est adaptée ou pas à ce que je souhaite avoir en termes de résultats? C'est aussi simple que ça. Voilà. Des fois, c'est adapté, des fois, ça l'est pas. Des fois, j'ai le droit d'être en colère. Des fois, peut-être que d'être en colère, c'est pas la meilleure des solutions. Voilà. Donc, c'est cette capacité véritablement à mettre de l'intelligence sur ça, la gestion émotionnelle. Oui, donc aussi prendre conscience de son émotion. Après, quand on est dans une émotion forte, c'est un moment où c'est aussi peut-être délicat, où on n'a pas peut-être cette intention de se dire oui bon, si je suis triste là, j'ai pas atteint mes objectifs, alors qu'on est vraiment au fond du gouffre. Je crois que c'est une des dernières choses qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. Ouais, mais bien sûr. Alors tu dis une émotion forte. Alors les émotions peuvent être toutes fortes, d'accord. Mais effectivement, gérer ses émotions, c'est quelque chose de très difficile, c'est un apprentissage. Donc on peut être dans une période de sa vie où
on est traversé par de la tristesse, ça peut être un décès, par exemple, de quelqu'un de très proche, et effectivement, d'être triste par rapport à la perte qu'on a de cette personne parce qu'on va plus la voir, c'est quelque chose de complètement légitime. Après, c'est comment je vais gérer ça pour que, typiquement, ça n'affecte pas plus que ça, entre guillemets, ma façon de fonctionner, et que ça me bloque pas dans les actions que je suis en train de mettre en place. C'est ça qui est important. Oui. Est-ce que tu as quelques clés à nous partager de gestion des émotions ou des exercices qu'on peut pratiquer pour apprendre à mieux gérer ses émotions? Alors, une émotion, ça démarre comment en fait? La plupart du temps, ça démarre par ce que j'appelle moi un ressenti. J'arrive quelque part et je sens que dans l'endroit dans lequel je suis, il se passe quelque chose qui est pas adapté. Je me sens pas bien dans l'environnement dans lequel je suis. Si je me sens pas bien, c'est que mon cerveau est en train de me dire que peut-être, dans cet environnement, il y a des choses qui vont se passer, et des choses peut-être pas terribles, en fait, tu vois. Donc, mon cerveau, ça, une de ses fonctions principales, c'est d'identifier le danger, et de me dire, dans l'expérience que je suis en train de vivre, peut-être que le danger est là. Alors, des fois, il a raison, et des fois, il a tort. Parce que le cerveau fait à partir de ce qu'il a vécu. Et à partir de ce qu'il a vécu, quand tu arrives dans une nouvelle expérience, il va te dire déjà, avant même que l'expérience démarre, si ce que tu vas vivre va être sympa ou pas sympa. Mais des fois, il se trompe. Donc, c'est être capable de gérer ses émotions, c'est entre le moment où j'ai ce ressenti et le moment où l'émotion va traverser mon corps ou mon cerveau, et j'ai une petite fenêtre dans laquelle, tiens, je pourrais me dire, là, je vais prendre un peu de temps pour savoir si finalement cette expérience que je vais vivre va produire au niveau émotionnel ce que mon cerveau est en train de me dire. Donc ça veut dire quoi? Mettre en pause peut-être mon cerveau et lui dire, tu sais quoi, avant même que l'expérience démarre, tu es en train de me dire que peut-être il y a du danger, donc ce que je te propose, c'est d'abord de vivre l'expérience, puis ensuite on verra comment c'est passé. Alors ça, c'est théorique, d'accord? Oui. Ça, c'est théorique. En théorie, tout est possible, mais ça commence par ça. C'est ma capacité à un moment donné à me dire, tiens, entre ce que je ressens et la réalité que je pourrais vivre, il y a peut-être un gap, et je vais essayer de mesurer ce gap, l'identifier et voir de quelle manière l'impression que j'ai là, cette impression, je pourrais peut-être la modifier dans l'expérience que je vais vivre. Et ensuite, c'est un travail de répétition, bien évidemment. Alors des fois, tu vas arriver à le faire dans l'instant présent, entre guillemets, et puis des fois, c'est une fois que tu auras vécu l'expérience, que tu pourras peut-être te dire la chose suivante: dans ce que je viens de vivre, typiquement, et au niveau émotionnel, qu'est-ce que j'ai bien appréhendé et qu'est-ce que j'aurais pu appréhender de façon complètement différente. Oui. Oui, bah ça, j'ai un exemple qui me monte, c'est par exemple quand si on veut sauter par exemple en haut d'une falaise, enfin de 2 mètres, hein, pas très haut, on va dire un rocher. Falaise, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais si on regarde par exemple, on est à 2 mètres de haut et qu'on commence à se dire j'ai peur, au final on est complètement bloqué, et c'est peut-être se dire bon, j'y vais et on verra. Voilà, alors oui, c'est ça, c'est passé d'un circuit neurologique dans lequel tu es figé par la peur à un autre où tout devient possible. Oui, c'est ça, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Oui. Et typiquement, dans ce que tu viens de décrire, si tu es accompagné d'une personne qui l'a fait avant toi et qui te dit fais-moi confiance, ça va bien fonctionner, tu le feras d'autant plus facilement. Donc on en revient toujours à la notion d'environnement qui est très très importante dans les choses qu'on veut mettre en place. Parce que le cerveau a horreur du vide, c'est le cas de le dire là, tu vois. Donc si tu lui amènes pas de réponse, il va les fabriquer par lui-même à partir de ce qu'il a déjà vécu. Et souvent, du coup, comme ces réponses elles ont été programmées, c'est pas forcément les bonnes. Oui, ça, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça remet un peu en question quand les parents disent mais si ton ami fait ça, donc toi aussi tu vas le faire. Bah oui, du coup. Oui, c'est ça. Et ouais, c'est les groupes d'appartenance. Ça, je le vois beaucoup chez les étudiants, mais pas que. Tu vas rentrer dans un amphithéâtre et tu vas très rapidement te rendre compte que tu as 4 ou 5 groupes, tu as 80 élèves et puis tu as 4 ou 5 groupes. Et les groupes dans lesquels sont les élèves partagent en fait les mêmes croyances, et notamment les mêmes croyances aidantes ou limitantes. C'est pour ça qu'ils aiment bien être ensemble, parce que quand ils parlent de la vie, ils en parlent de la même manière. D'accord. Ouais. Donc effectivement, ton environnement très proche et ta bande de potes partagent les mêmes croyances que toi. Ouais. Oui, a priori.
Oui, a priori. On revient au fait d'apprendre à bien s'entourer. Tout à l'heure, tu nous as expliqué que croire en soi, c'était une des clés. Enfin, si on n'avait pas ça, on ne pouvait pas atteindre nos objectifs. À l'inverse, quelle est la chose que si on l'a, entre guillemets, on est sûr aussi de pas l'atteindre. Donc tout à l'heure, on a vu quelle est la chose qu'il faut absolument avoir et entre guillemets la chose qu'il faut éviter absolument. Ne pas croire en soi. Excellent. Ouais, d'accord. D'accord. Pour le coup. Voilà, pour le coup, si tu crois pas en toi, tu auras beaucoup de difficultés à atteindre tes objectifs parce que tu vas être dans le questionnement permanent sur ton incapacité en fait à obtenir ce que tu souhaites avoir. Et puis le cerveau, pour le cerveau, plus tu te focalises sur quelque chose, plus tu le développes. Donc plus tu vas te focaliser sur le fait que tu vas pas y arriver, plus tu vas identifier chez toi et dans ton environnement les éléments qui vont venir conforter ta croyance, en fait. Oui. D'accord. C'est des biais cognitifs. À l'inverse, si tu crois que tu peux y arriver, le cerveau va fonctionner de manière différente, et là, il va percevoir, détecter dans l'environnement tout ce qui pourrait venir conforter cette nouvelle croyance. Ok. Voilà. Donc, ce qui pourrait te permettre d'atteindre tes objectifs, c'est croire en toi. Ce qui pourrait t'empêcher, c'est de ne pas croire en toi. Ok, c'est très clair pour le coup. Ouais. Et du coup, on a un peu parlé du coup des croyances. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce qu'est une croyance limitante? Ouais. Parce Alors qu'on en parle, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors une croyance, déjà, c'est quoi? C'est une pensée que je considère comme étant la vérité. Regarde. Et la plupart du temps, il y a que moi qui le crois. Oui. Regarde. Donc Thierry, je crois que je vais pas y arriver. Ah bon, pourquoi? Souvent, quand tu questionnes une personne autour de sa croyance, et notamment de sa croyance limitante, tu vas te rendre compte en fait qu'il n'y a pas de fondement. C'est-à-dire que même elle, la plupart du temps, la personne ne sait pas d'où ça vient. Quand tu dis, mais en fait, tu l'as construite comment cette croyance? Tu sais d'où ça vient? La personne est la plupart du temps en incapacité de te le définir. C'est pour ça que ça s'appelle une croyance. Une croyance, ça se transmet en fait, et on la remet pas en question la plupart du temps, parce que ça va venir de ses parents, ça va venir de ses grands-parents, d'accord? Et la vie c'est comme ça. Puisque la vie c'est comme ça, et bien moi, comme on me l'a dit et que les personnes qui me l'ont indiqué sont des personnes très importantes dans ma vie, il n'y a pas de raison particulière que je le mette en question. Et donc je pars sur ce système de fonctionnement, et à un moment donné, je vais être bloqué sans m'en rendre compte, et je sais pas pourquoi, mais ça va venir de là. Donc ma définition, c'est celle-là. Et comment je sais que c'est limitant? Ben, je sais que c'est limitant à partir du moment où je suis bloqué. Ouais. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est, je prends souvent l'exemple de l'échec, parce que c'est une thématique sur laquelle il y a beaucoup de débats. Des personnes vont me dire, ou je vais me rendre compte très rapidement que les personnes à un moment donné ont du mal à se mettre en action parce qu'elles vont me dire, Thierry, moi j'ai peur de l'échec en fait. Voilà, donc tu as peur de l'échec, c'est quoi l'échec? Mais l'échec, c'est j'ai pas atteint mon objectif, et quand j'atteins pas mon objectif, j'ai peur du regard des autres parce que je vais avoir des remarques autour de ça. Tu vois. Donc on en revient encore sur l'environnement. Quand tu supprimes le mot échec et que tu le remplaces par le mot expérience, et que tu dis que dans une expérience, dans tous les cas, tu vas apprendre des choses et tu vas également identifier des choses que tu as à développer, tu n'envisages plus la mise en action de la même manière. J'atteins mon objectif, tant mieux. J'ai appris des choses sur moi, mais de la même manière, j'ai encore des choses à développer. J'ai pas atteint mon objectif, tant mieux. Et j'ai appris des choses sur moi et j'ai encore des choses à développer. Okay. Là encore, tu vois, pour un sportif, c'est relativement facile parce que lui, tous les jours, il s'entraîne. Et puis il y a des jours ça va moins bien, mais il sait que ça fait partie du process en fait. Mais il sait que s'il reste dans le process et qu'il répète au quotidien ses gammes, au bout d'un moment, il va développer de l'apprentissage qui va devenir automatique pour son cerveau. Et donc là, il est en train de mettre en place les conditions optimales pour atteindre ses objectifs. Pour une personne qui n'est pas passée par cette structure mentale, ben c'est peut-être pas évident au début. Donc il faut juste lui amener l'information, lui amener les outils et lui permettre, comme pour les sportifs de haut niveau, de mettre en place au quotidien le même type d'action.
Oui, ça me fait penser à la phrase on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. C'est ça, c'est du Nelson Mandela. C'est Nelson Mandela, d'accord. Oui, mais c'est effectivement ça. On revient à l'histoire de la croyance, à comment j'observe la chose, de quel prisme je le vois, et notre manière d'appréhender les choses finalement change tout. C'est exactement ça, ouais. De quelle manière j'appréhende ma réalité, en fait. Ouais. Et en parlant de réalité, j'avais une question que j'ai envie de poser parce qu'on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais un petit peu plus rentrer en profondeur là-dessus. C'est sur la visualisation créatrice, parce que voilà, tu as parlé du fait que de penser à son objectif, d'y croire et d'y aller, ça pouvait être favorable à l'obtention de cet objectif. Maintenant, quelle est la place de la visualisation créatrice, par exemple pour un sportif, de se visualiser gagner sa course, voilà, tout ça? Alors, le principe de base, déjà, donc celui des neurosciences, c'est de dire que le cerveau ne fait pratiquement pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée toute pièce. Quand tu penses à un mouvement technique ou que tu le réalises, 75% au moins des circuits neurologiques qui vont être utilisés sont exactement les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu imagines quelque chose, quand tu es en train de te raconter à toi-même une histoire, pour ton cerveau, c'est vrai, en fait. Parce que tu es en train de structurer dans ton cerveau la manière dont tu vas y arriver. Donc on parle de visualisation, tu indiquais le mot là, ou les mots visualisation créatrice. En fait, on fait ça tous, tout le temps, tous les jours. Tous les jours. D'accord? On est tous dans ce mode de fonctionnement. Le cerveau fonctionne de cette manière. Le matin, je me lève, je pense à ma journée, la manière dont je pense à ma journée, donc je l'imagine. Donc je suis en train de la créer. On va produire déjà chez moi un état émotionnel, plus ou moins sympa. Donc on parle beaucoup de visualisation. Alors quand je pense à quelque chose, quand je l'imagine ou quand j'imagine quelque chose, je vais le faire au travers de mes 5 sens, pas seulement du coup le canal visuel. Il va y avoir le canal auditif, kinesthésique, il va y avoir l'olfactif et le gustatif. On va dire que ça c'est les sens de base. Ensuite il y a bien plus de sens que ceux-là qui sont utilisés. Moi par exemple dans le sport de haut niveau, je vais parler plus d'imagerie motrice, parce que là, on va intégrer le corps à l'intérieur de ça, et puis je vais parler de, par exemple, équilibrioperception, ma capacité à appréhender mon corps dans l'espace. Je vais parler de proprioperception, ma capacité à appréhender mes membres dans l'espace. Je vais parler de thermoperception, ma capacité à faire la différence entre ma température corporelle et celle de l'extérieur. Je vais parler de nociception, ma capacité à gérer ma douleur. La nociception, c'est typiquement quelque chose qu'on développe beaucoup et qu'on utilise beaucoup avec l'hypnose, parce que l'hypnose, qui est un des outils que j'utilise et un de mes outils préférés, permet par exemple à des personnes de gérer à la demande de leur niveau de douleur. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important. Donc la visualisation, c'est très important, bien évidemment. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que tous les jours, on est en train de visualiser. Il faut prendre conscience de la manière dont on visualise et de la manière dont on le fait, créer, pour parler de visualisation créatrice, pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, créer à l'intérieur de mon cerveau les conditions et les représentations mentales idéales qui vont me permettre d'atteindre sereinement mes objectifs. Voilà. Ok. Donc c'est se voir, mais au-delà de se voir, c'est ressentir tout l'environnement autour de moi lorsque j'accomplis une tâche qui me permet d'atteindre mon objectif. C'est ça. Alors je peux me voir, je peux. Là encore, il y a deux notions. Il y a la notion d'association ou de dissociation. Je peux m'observer, je suis dissocié, ou je peux être en train de vivre l'expérience. Donc je suis associé à l'expérience que je suis en train de vivre. Puis effectivement, rajouter les sens. Quand je vois ça, qu'est-ce que je ressens? Quand je ressens ça, qu'est-ce que j'entends comme bruit, comme son? Et dans ce que j'imagine, il y a peut-être un goût, il y a peut-être une odeur. Et plus tu vas amener de sens, et plus tu vas mélanger les sens, et plus tu vas créer à l'intérieur de ton cerveau un état émotionnel. Et cet état émotionnel va venir consolider quoi dans ton cerveau? La réalité que tu es en train d'imaginer. Un souvenir, c'est l'association entre une expérience et un état émotionnel. À partir du moment où tu as compris que ton cerveau ne faisait pas la différence entre la réalité et l'imagination, tu sais que quand tu penses à quelque chose et la manière dont tu y penses, si tu y rajoutes un état émotionnel fort, tu vas ancrer déjà dans ton cerveau le fait que tu pourrais atteindre ou pas ton objectif. Alors c'est ce que je fais pratiquement, évidemment, avec les sportifs de haut niveau, c'est un travail de base. Je prépare les sélections pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La manière dont je visualise ça, donc je me représente ça, et ce que ça provoque chez moi au niveau émotionnel,
je suis en train de créer du coup déjà un souvenir que j'ai pas encore vécu, mais qui est déjà une réalité pour mon cerveau. Ouais. Voilà. C'est paradoxal. Et ouais, ah ouais, c'est paradoxal, mais en même temps, c'est une réalité en fait. En tout cas, c'est une réalité neuroscientifique. Ouais, mais c'est super intéressant de voir à quel point, encore une fois, tout est lié, que ce soit au niveau de la gestion des émotions, de la confiance en soi, de la représentation qu'on fait. Mais je vais te poser une question. Tu te souviens quand tu m'as contacté sur les réseaux, tu t'es dit tiens, je me suis dit pourquoi pas. Ouais, t'as vu passer des posts et puis tu te dis tiens pourquoi pas, je vais donc lui envoyer un message. Au moment où tu te l'es dit, tu te l'es représenté, parce qu'à un moment, je pense qu'avant tu t'es dit ou tu as vu une de mes vidéos, tu dis ça serait sympa que je fasse un podcast avec Thierry. Ouais. Tu l'as imaginé en fait. Oui. Et la façon dont tu l'as imaginé, ça a produit quoi chez toi tout de suite? Cette énergie qui t'a permis de m'envoyer le message. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis, ouais, en fait, c'est possible. Et moi, j'ai reçu le message, et puis du coup, là, on est là aujourd'hui, tous les deux. Mais ce qu'on est en train de vivre, tu l'avais déjà imaginé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, c'est génial. Ah, mais je vais m'imaginer alors faire les podcasts avec des super personnes. Mais c'est déjà ce que je fais. Mais c'est ce que tu fais. Et il faut que tu continues, parce que tout ce que tu as obtenu dans ta vie, tu l'as d'abord imaginé. Tout passe par ça, en fait. Et c'est aussi, j'ai l'impression aussi le fait de communiquer, de passer à l'action et de oser parler de ses rêves, parce que c'est vrai que parfois il y a un mythe ou je sais pas comment dire, une pression un peu en mode c'est mon rêve donc c'est secret donc je le garde pour moi. Et j'ai l'impression que c'est plus on en parle, plus on crée du coup cette réalité et plus ça devient accessible. Exactement. C'est dans la mise en action que tu vas séparer la distance entre ce que tu es en train d'imaginer et ce que tu vas vivre réellement. Si j'ai envie de le dire comme ça, voilà. Ouais. Et ça peut aller très vite. Voilà. Ouais. Tu m'envoies. Quand est-ce qu'on s'est contacté? Il y a pas très longtemps, il y a 3 semaines. Il y a une dizaine de jours même. Ouais, tu vois. Et j'en reçois quand même pas mal, tu vois, de messages et de demandes. Tant mieux, je suis content. Et c'est pour les personnes qui m'écoutent et je peux pas répondre à tout le monde. Mais après, c'est la manière dont ça va arriver, c'est la manière dont c'est présenté. Il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, dans le message en fait que tu m'as envoyé, je me suis reconnu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Tu m'as dit, ouais, je sais pas si ça va être possible. J'ai plus le message en tête complètement, mais il y a une tournure de phrase, un mot qui m'a dit, OK. En fait, je l'ai envoyé en mode, j'ai rien à perdre. S'il dit oui, tant mieux. Sinon, c'est vraiment tombé comme ça. Mais voilà. Du coup, c'est génial. Et donc, l'état d'esprit dans lequel tu l'as envoyé, ça correspond parfaitement à ce que moi j'aime bien voir. Et puis c'est surtout ce que je vends entre guillemets aux personnes que j'accompagne. Vas-y, tu verras après en fait, tu verras bien. Ouais. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Oui, c'est génial. Mais il y a un peu, ça me fait penser à la phrase. Je sais pas si tu es adepte un peu de cette phrase, mais c'est fake it until make it, until you make it. C'est. Vas-y. Non, c'est juste que j'ai l'impression que c'est dans la même veine. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai démarré sur les réseaux sociaux il y a très peu de temps, j'ai démarré au mois de mars, tu vois. D'accord. Et puis, au début, les vidéos, j'étais accompagné, je suis toujours accompagné, mais les premières vidéos, je me supportais pas, tu vois. Et puis, à un moment donné, il s'est passé un truc dans ma tête, je me suis dit, en fait, au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des vues, en fait. Ouais. C'est ça. Et maintenant, même si je fais attention au montage et aux choses que je mets à l'intérieur, où avant j'aurais pu être bloqué par rapport à ça, aujourd'hui je me dis non, vas-y, de toute façon tu vas avoir au pire tu vas avoir des vues, donc si tu as des vues tu auras des commentaires, et au travers des commentaires tu vas savoir ce que tu fais de bien et ce que tu dois améliorer pour la vidéo d'après. Voilà. Parce que les réseaux sociaux, pour ça, c'est plutôt sympa, tu vois, il n'y a pas de filtre. Ça dépend de sous quel prisme on le voit. Il y a très peu de filtres, en fait, moi je le vois, parce que quand même j'ai des commentaires, notamment en privé, là, du coup. Oui. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est le principe même des réseaux sociaux. Donc j'ai quelques haters, bien évidemment, comme tout le monde. Mais ça permet d'être dans le questionnement, tu vois, et de se dire, tiens, par rapport à ce que j'en vois, voilà de quelle manière c'est reçu. Et bien évidemment qu'il faut faire le tri à l'intérieur de ça, mais ça te donne des indications quand même. Et ça permet de continuer à faire un travail sur soi-même. C'est ça qui est important. Ouais. Oui, c'est très intéressant, un peu comme un effet miroir de peut-être mettre plus de conscience sur ça veut dire que c'est mon énergie. Si je reçois ça, c'est que d'une certaine manière, dans ce que j'envoie, il y a un peu de ça. Voilà. Après, moi, je suis sur des thématiques très très spécifiques autour du développement personnel. Tu vois, l'hypnose,
les neurosciences sur l'hypnose. Hier, par exemple, j'ai fait une vidéo, et puis j'ai des professionnels qui m'ont envoyé des messages en privé, qui sont pas OK avec ma définition de l'hypnose, avec ce que je propose de l'hypnose. Et ils ont raison de pas être d'accord avec moi, heureusement, parce que personne ne détient la vérité, tu vois. Donc, Oui, complètement. moi, je transmets ma façon de faire. Il y a des personnes qui vont être interpellées par ça, qui vont vouloir en savoir plus. Il y en a d'autres qui vont pas l'être. Il y en a qui vont typiquement pas être en accord avec moi, et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Oui, oui, bah après il doit y avoir aussi des retours constructifs, comme tu disais tout à l'heure. Ah oui, L'importance de bien s'entourer, c'est pas que des personnes qui nous disent mais c'est génial ce que tu fais, j'adore. C'est OK, ça c'est bien, ça j'aime pas. Exactement, et c'est très bien. Voilà. Ouais, c'est super. Entourez-vous des gens critiques constructives. Bah écoute, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Je trouve qu'on a fait un joli tour D'accord. de plein de choses. On a abordé la gestion émotionnelle, la confiance en soi, les croyances limitantes, les croyances peut-être plus vertueuses. Est-ce que tu aimerais rajouter un petit mot? Ouais, alors moi je vais te poser une question, Lydie Rose. Oui. C'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est d'aider les gens à prendre conscience des capacités qu'ils ont. Je dirais de faire un travail intérieur, d'aider un maximum de gens à faire à aller à l'intérieur de soi, parce que on a plein de belles choses en nous et on n'en a pas toujours conscience, et c'est dommage parce que le monde en a bien besoin de se connecter justement à ce qu'il y a de beau en nous. Et du coup, c'est ce que j'essaye aussi de faire à travers ce podcast. Donc l'idéal en termes plutôt d'objectifs, je dirais, c'est de réussir à en vivre. Ouais. Mais dont l'objectif de fond, ça reste quand même de partager ça, c'est cette chose qui me passionne à un maximum de gens, qui est de se connecter à leur authenticité, à leur vrai moi, si je peux dire. Alors, Tu parlais de qu'on est sans filtre, c'est un peu ça. d'accord. Et dans le cadre de la stratégie que tu mets en place en ce moment, est-ce que tu as identifié peut-être, je dis peut-être, des fois des blocages que tu pourrais avoir dans ta manière de développer la vision que tu as du ou des Oui. messages que tu veux envoyer? Ah oui, alors franchement oui, je suis un être contradictoire aussi. Donc Okay. j'ai conscience des actions qu'il faut mettre en place, par exemple la régularité, une présence sur les réseaux sociaux, etc. Et je sais que parfois je peux me bloquer moi-même, me m'auto-saboter si je peux dire, en étant pas régulière sur les réseaux sociaux, en ne faisant pas des choses qu'il faut faire mais que j'aime pas forcément faire, et qui du coup peuvent freiner l'atteinte de ces objectifs. Donc oui, j'ai Alors, conscience de ça. OK. Donc des choses qu'il faut faire ou des choses que tu devrais faire pour être plus professionnel, ou en tout cas plus pertinente dans ta démarche. Est-ce qu'il y a véritablement en toi un blocage, vraiment quelque chose que tu as identifié et qui aujourd'hui t'empêche d'avancer dans ta démarche comme tu souhaiterais le faire? Je pense que c'est la peur de montrer telle que je suis authentiquement, la peur de s'ouvrir à ma full vulnérabilité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce qui te gêne, c'est quoi? C'est le regard des autres? Je pense que ça me, oui, complètement, le regard des autres, oui. Oui, Voilà. ça me touche, effectivement. Ça te touche. OK. Et est-ce que tu as fait un petit travail sur ça pour savoir pour quelles raisons aujourd'hui le regard des autres t'impacte, et de quelle manière tu pourrais travailler sur cette thématique? Non, je l'ai pas Ouais. fait. Eh ouais. D'accord. Ouais, mais tu vois, mon travail, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est juste pour te Ouais. montrer, en fait, comment je fonctionne. Aujourd'hui, dans ce que tu me dis, par exemple, tu vois, je suis bloqué, Thierry, parce que ce que vont penser les autres de mon travail pourrait m'impacter. Donc, de quelle manière aujourd'hui tu pourrais mettre en place des actions qui vont te permettre, en fait, de travailler sur ça? Tu vois, l'image de soi, c'est, pour moi en tout cas, bien évidemment, encore une fois, c'est la différence entre l'image que je pense envoyer et celle que j'ai en retour. Et là, il va y avoir du coup un espace plus ou moins grand. Si j'ai des difficultés à gérer le regard des autres, cet espace va être important. Et plus il est important, moins il y a de réponses en fait, et plus mon cerveau me dit, tiens, il y a du danger là. La seule façon, à ton avis, de réduire cet espace, c'est-à-dire, au moment donné, de te dire, tiens, finalement, entre ce que j'envoie et ce que j'ai en retour, quel que soit le retour, c'est plutôt satisfaisant, et je suis OK avec ça. Comment tu pourrais réduire cet espace?
C'est la confiance en soi, peut-être, non? Ouais. Et comment on développe la confiance en soi? On écoute ce podcast et on applique les conseils. Non, mais Ouais. comment on fait? Oui, on Ouais, croit en soi. Ouais, on croit en soi, mais pour croire en soi, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, au début, ça va se faire par des actions, en fait, des mises en action. Et donc, les mises en action, c'est typiquement si le regard des autres, aujourd'hui, t'impacte, la meilleure façon de le gérer, ça, c'est de te mettre en contact avec le regard des autres. Ah là, du coup, je le fais, pour le coup, dans... Ça Donc tu le partage. fais dans le cadre du podcast, peut-être que tu pourrais le faire aussi dans le cadre de petites vidéos, tu vois, que ça pourrait être sympa, parce que le podcast, tu pourrais aussi le filmer, pourquoi pas. Là, il est enregistré, mais je pense que des podcasts, du coup, en vidéo, ça fonctionne aussi relativement bien. Donc c'est petit à petit, te challenger autour de ça, te dire, tiens, la prochaine fois, de quelle manière je pourrais montrer un peu plus de moi, en toute sécurité, c'est-à-dire qu'autour de moi, j'ai des personnes qui vont me dire dans ce que tu as fait là, c'est plutôt sympa, tu peux croire en toi. Il y a peut-être deux, trois petits trucs à améliorer pour la fois d'après, mais crois-nous, ça fonctionne relativement bien. Tu vois, moi, si moi je te coachais, c'est ce que je te proposerais tout de suite. Je te dirais, Lydie Rose, première action là, il va falloir te confronter à ça. De quelle manière tu pourrais commencer avec juste une action concrète qui va te permettre de mesurer ça et de réduire cet écart qui aujourd'hui te bloque un peu, voilà. Et plus tu vas le faire, plus tu vas le répéter, et plus tu vas réduire cet écart, et plus tu vas être à l'aise avec le regard des autres, parce que tu auras des retours qui seront relativement sympas, bien évidemment. Ouais. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas prendre confiance en toi. Parce que la confiance en soi, c'est comme ça qu'on la développe. Ouais, super, merci beaucoup pour ce petit coaching privé en live, ça fait plaisir. Ok, Voilà, peut-être que du coup sur Instagram vous verrez une petite vidéo de moi d'ici peu. Ouais, non, mais vraiment, il faut la vidéo, c'est super important. Voilà. Après, le regard des gens, évidemment que c'est important, mais on peut pas plaire à tout le monde. Donc, rapidement, tu auras autour de toi une communauté, qui apprécie ce que tu fais, et même si elle apprécie ce que tu fais, quand elle aura des remarques à te faire, elle les fera, mais elle le fera avec beaucoup de bienveillance. Ouais. Voilà, c'est ça qui est important. Merci beaucoup Thierry. Il y a une question que j'ai commencé à introduire, que j'ai posée à la personne précédente. C'était, pour toi, c'est quoi une terre happy? Une terre heureuse. Ouais. C'est quoi une terre happy? C'est quoi une terre heureuse? Alors une terre déjà, c'est quoi? Alors, c'est un espace, un endroit, un environnement dans lequel je suis et où j'ai l'impression d'être moi. D'accord? Et quand je suis moi, je suis heureux, en fait. Je me sens bien. Voilà. Donc typiquement, c'est trouver en moi, on va dire, les outils que j'ai déjà et qu'il me reste à développer pour me sentir bien partout. Okay. Voilà, alors je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ça. Oui, complètement, il n'y a pas de bonne réponse, au contraire, j'aime bien justement avoir les idées de chacun et ce qui vient, du coup, ça peut pas être prévu, ça c'est une petite impro. Ouais, tu vois, mais du coup, c'est la thérapie, elle est à l'intérieur de toi, en fait. Ouais, oui, complètement. C'est apprendre à cultiver son monde intérieur aussi, c'est important. C'est ça. C'est dans celui-là. Sur celui-là, tu as la main complète, donc c'est celui-là qu'il faut cultiver en permanence. On a 70 000 pensées par jour. C'est avec celui-là qu'on fonctionne de façon permanente. Ouais. Pour conclure, et après, je te laisse vaquer à tes occupations. Non, mais je passe un super moment. Oui, moi aussi. C'est très intéressant. Est-ce que tu as un livre, un documentaire ou un podcast Ouais, alors mais on me pose beaucoup de questions autour de ça. Souvent, on me dit, t'as un livre, des vidéos, j'en ai tellement en fait. Oui. J'en ai tellement à recommander. Alors, je vais recommander une personne que j'apprécie vraiment beaucoup, qui fait aussi des podcasts et qui a une bibliographie relativement importante qui est à disposition sur son Insta et sur son TikTok. C'est Mariam Gadery. Je sais pas si tu la suis. Non, ça me parle pas. Tu regardes Mariam Gadery, elle est très suivie sur TikTok, elle a 500 000 personnes également sur Instagram. C'est une jeune fille, Mariam, elle a 26 ans, qui est venue à l'INSEC. Je l'ai invitée il y a un mois donner un cours et on a fait une conférence autour des réseaux sociaux. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est une fille qui est exceptionnelle. Donc je la recommande. Donc elle a beaucoup de podcasts et beaucoup de livres sur le développement personnel. Et je pense pour toi qui démarre, tu vois, je pense que si tu l'écoutes aussi, elle pourrait t'inspirer. Et parce que je pense qu'elle est passée par des chemins par lesquels tu passes. Oui. Ouais, et pour progresser, tu sais, moi dans l'accompagnement, la préparation mentale ou les gens que j'accompagne, je dis tout le temps que
si tu veux être bon dans ce que tu fais, il faut observer ceux qui déjà sont bons. Tu vois, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire dans le développement personnel. Évidemment que j'ai identifié sur cette planète qui sont les meilleurs coachs, de quelle manière ils fonctionnent, comment ils se sont formés. C'est très important. Donc, il faut s'inspirer de tout le monde et s'inspirer des gens qui font dans ce qu'on fait nous des choses bien et des choses très bien. Voilà. Donc je fais de la pub pour Mariam puis je fais de la pub pour toi aussi, bien évidemment. Ah bah merci beaucoup. Super. Parce que tu es dans cette démarche et dans cette lignée, bien évidemment. Oui, bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà. Bah, écoute, bah, je mettrai toutes les informations si vous voulez en savoir plus dans la description. Merci beaucoup Thierry, j'ai passé un super moment à t'écouter et j'espère que grâce à toi, il y a des personnes qui oseront faire ces petits pas pour réaliser leurs rêves. Ok, mais c'est moi qui te remercie, Lily Rose. Voilà, c'est un bonheur. Et merci pour ton invitation. Bah, avec plaisir, merci à toi. À bientôt, au revoir. À bientôt.